Lors d'un soir de pleine lune, un homme est poursuivi par deux silhouettes qui semblent le traquer. Après avoir réussi à les semer, l'homme pourchassé se mêle à la foule avant de s'enfermer dans une bâtisse, profitant alors de quelques instants de répit. Du calme. Inutile de perdre mon sang-froid. De toute manière, je ne pourrai pas leur échapper. Il ne me reste qu'à consigner les connaissances dont je suis dépositaire. J'en sais désormais trop. Ce que j'ai découvert devrait rester ignoré de l'homme pour toujours. Notre monde renferme une horreur inimaginable qui attend son heure. Le début de notre histoire commence lors de l'an de grâce 1926 à Rhode Island. Nous assistons à l'enterrement d'un certain Georgie Engel. Une fois les obsèques terminées, nous apprenons qu'il est mort à l'âge de 92 ans d'une crise cardiaque après avoir été poussé par un marin. Son seul héritier légitime est son neveu qui se nomme Francis, qui était sa seule famille et avec qui il partageait sa passion pour l'archéologie. Francis demanda alors qu'on transfère tous les documents de son oncle chez lui à Boston. Quelque temps plus tard, en faisant le tri dans les ouvrages de son oncle, il tomba sur une boîte en métal fermée d'un cadenas. Francis trouva la clé sur le trousseau que portait toujours son oncle. Il ouvra alors la boîte et trouva à l'intérieur une étrange tablette en argile représentant un monstre mi-pieuvre, mi-dragon, mi-humain. Cette étrange création était accompagnée de notes avec en son sein le nom du sculpteur, un certain H.A. Wilcox. Ceci étaient les études et le journal de bord de son oncle dans lequel nous allons nous replonger. Le 1er mars 1925, le professeur Engel reçut une visite du sculpteur Henry Anthony Wilcox, qui lui demanda d'un air paniqué de déchiffrer des caractères qu'il avait lui-même gravés sur cette mystérieuse tablette. En effet, après un tremblement de terre la veille, Wilcox s'endormit et fit alors un étrange rêve qu'il raconta ainsi. Partout, ce n'était que de blocs de pierre titanesques et monolithes s'élançant vers le ciel. Les murs étaient recouverts d'étranges hiéroglyphes, tout semblait imprégné d'une fange verdâtre, et depuis les profondeurs sourdait une voix qui n'en était pas une. À ma grande surprise, je me suis réveillé dans mon atelier en chemise de nuit, en train de façonner cette tablette comme si j'avais été frappé de somnambulisme. À l'écoute de cette histoire, le professeur s'appesantit un moment sur cette phrase, Cthulhu-Time, puis demanda à Wilcox s'il est un adepte du culte de Cthulhu. Mais le sculpteur ignore de quoi il parle. Le professeur lui dit alors qu'il fera des recherches sur les écritures de la tablette, en échange que Wilcox lui fasse un bilan de ses prochains rêves. Le soir chez lui, le professeur se rappelle avoir déjà entendu cette phrase, lors d'un colloque d'archéologues. Ce serait alors le rituel oral d'un ancien culte démoniaque venant du Groenland. Plusieurs semaines plus tard, Wilcox vint faire le rapport de ses visions tous les jours au professeur. Deux mots le hantent alors en boucle, Cthulhu et R'lyeh, ainsi que ces mystérieuses cités de monolithes gardées par une silhouette gigantesque. Un soir, le professeur s'inquiète pour Wilcox car il a raté leur rendez-vous. Il l'appela alors et apprit qu'il se trouvait actuellement à l'hôpital. Le lendemain, le professeur Engel se rend à l'hôpital et apprend que Wilcox a perdu connaissance et qu'il alterne entre délire et inconscient, obsédé par le monstre de ses visions. Son pronostic vital n'est pas engagé, même si on ne sait pas quelle est l'origine de son mal, même dans son sommeil, il prononce encore Cthulhu-Time. Une fois rentré chez lui, le professeur demande alors pour ses recherches qu'on lui relate les rêves faits par plusieurs personnes depuis le 1er mars. Quelques semaines plus tard, il reçut un compte-rendu d'enquête des rêves et découvrit que plusieurs personnes font des rêves similaires à ceux de Wilcox, et que de plus en plus de signes de folie se manifestent aux quatre coins du monde, bien qu'il ne semble avoir aucun lien rationnel entre tout ça. Un soir, le professeur reçut un appel lui avertissant que Wilcox était sorti de l'hôpital. Il alla alors le voir, mais quand il lui mentionna ses visions passées, Wilcox ne se souvenait plus de rien et ne faisait plus que de banals rêves. Le professeur Engel stoppa alors le suivi.
Ce phénomène de rêve collectif semblait vraiment préoccuper le professeur Engel, qui avait déjà entendu une histoire sordide à propos de Cthulhu. De retour sur Francis, celui-ci découvrit un autre rapport de son oncle étant daté de 1908 lors d'un colloque annuel d'archéologie. Après avoir exposé ses découvertes et hypothèses sur l'archéologie, le professeur Engel fut interpellé par un inspecteur de police qui lui demanda des réponses sur une étrange statuette qu'il avait saisie à un culte. Les experts présents attestèrent la datation de la statuette qui remonterait à des millénaires, mais pour autant, aucun n'arrivait à déchiffrer les symboles qu'il y avait dessus. Un anthropologue du nom de William Channing Webb se démarqua alors en disant avoir déjà vu ce genre de statuette lors d'une expédition au Groenland. Celle-ci aurait été le fétiche d'une tribu démoniaque pratiquant le sacrifice humain dans une étrange langue. Le policier dit alors que les adeptes qu'il a emprisonnés disaient des mots obscurs lors de leur rituel qu'il a notés phonétiquement, et qui s'avèrent être les mêmes mots qu'a relevé l'anthropologue lors de son voyage au Groenland. Ce serait donc le même culte. Mais le policier dit qu'il a réussi à faire parler les prisonniers sur le sens de ces mots. Et cela voudrait dire « Dans sa demeure de Riez, le défunt Cthulhu attend en rêvant ». Le policier raconte alors les circonstances de son intervention contre les cultistes. Le 1er novembre 1907, une femme débarque dans le commissariat en suppliant les officiers de l'aider. Plusieurs membres de sa famille auraient disparu et des cultistes démoniaques feraient des cérémonies dans les marais depuis l'arrivée d'étranges hommes dans le village. L'inspecteur prépara alors ses troupes et se rendit au village le soir. La femme venue plus tôt lui fit alors part de la localisation des cultistes qui se trouveraient dans un lac caché qui serait la demeure d'une gigantesque créature blanche qui apparaîtrait en rêve selon les légendes locales. Avec l'aide des habitants du village, les policiers suivirent la trace des cultistes grâce au résonnement des tambours dans le marais. Ils entendirent alors un cri et pressèrent le pas jusqu'à découvrir une scène horrifique. Une horde de cultistes dansant nus au son des tambours, vénérant une statuette entourée par des cadavres mutilés suspendus le tout en criant à l'unisson « Cthulhu Time ». L'inspecteur dit alors à ses hommes de se tenir prêts et de ne pas hésiter à se servir de leurs armes avant de lancer l'assaut. Les policiers avancent alors doucement vers les cultistes avant de voir un visage de monstre horrifique émanant des flammes. L'inspecteur rassura ses troupes avant de tirer un coup de feu en l'air et annoncer l'arrestation aux cultistes. Mais ceux-ci, encore en transe, se saisissent d'armes blanches. L'inspecteur leur fait une dernière sommation, mais rien n'y fait. La horde de cultistes se rue sur les policiers qui sont forcés d'ouvrir le feu. Après la terrible bataille, les cultistes restants furent capturés et le corps des victimes décroché. À la vue des corps, l'inspecteur se rendit compte que les sévices faits n'étaient pas l'œuvre d'humains, mais bien de créatures. L'inspecteur récupéra alors la mystérieuse statuette, source de vénération des cultistes. Le bilan de cette intervention fut de 47 arrestations pour 5 morts. Cette intervention marqua à jamais les esprits de l'inspecteur et de ses troupes. Ne réussissant pas à dormir sans en savoir plus sur ce culte, il tentera d'en savoir plus auprès des cultistes. Après avoir identifié les individus arrêtés, il semblerait que ce soit pour la plupart des marins originaires des Indes occidentales. Même s'ils échappent à la pendaison, ils sont tous bons pour l'asile. L'inspecteur décide alors de mener un interrogatoire sur l'un d'eux et lui demande qui dirige son culte. Le prisonnier répondit alors ceci. Quand les grands anciens sont venus des étoiles pour habiter notre monde, ils ont apporté leur idole avec eux. Depuis des temps immémoriaux, ils s'émissent dans nos rêves et nous transmettent des visions. Ils sont descendus sur Terre bien avant l'apparition des hommes et ont bâti l'immense cité de Riez, d'où ils régnaient sur notre planète. Quand les astres leur étaient favorables, ils pouvaient fendre l'espace et plonger de monde en monde. Mais quand les étoiles se sont désalignées, ils ont perdu leur force et se sont éteints. Ils gisent désormais au fond de leur tombeau, à Riez, engloutis par les flots. Quand les premiers hommes sont apparus, les grands anciens se sont adressés aux plus réceptifs par le biais de leurs rêves. Ce sont des élus qui fondèrent le culte,
autour des petites idoles que les grands anciens leur avaient révélées. En leur offrant des sacrifices, en perpétuant les rites, nous protégeons ces êtres. Voilà d'innombrables millions d'années, il s'est produit une catastrophe qui a rompu cette transmission de pensée. Mais les grands prêtres affirment que les astres entreront à nouveau dans la bonne configuration. La grandiose Rie refera surface. Pour préparer cette glorieuse résurrection, le culte doit garder le souvenir des anciens usages et accomplir les rites appropriés. En attendant le jour où l'humanité devenue pareille aux grands anciens sera libre, sauvage, affranchie du bien et du mal, tous ses membres se délectant d'un tumulte meurtrier. Alors le grand Cthulhu reprendra sa domination sur la Terre. Face à ces révélations, l'inspecteur resta abasourdi avant de reprendre ses esprits et lui réitérer sa question sur la direction et le lieu du culte. Le prisonnier dit alors que le centre des opérations se trouverait à Irem, qui est une cité mythique n'apparaissant que dans les légendes. Puis l'inspecteur lui demanda s'ils avaient des textes sacrés, mais la seule transmission du culte serait orale. Bien qu'un livre existe, le Necronomicon, qui est un ouvrage écrit par le poète Abdul al-Hazred en l'an 730. Toutes les copies de ce livre auraient été brûlées par le patriarche de Constantinople en 1050. Cependant, 2 vers de cet ouvrage sont restés dans les mémoires. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au fil d'air étrange peut mourir même la mort. Après ce mystérieux interrogatoire et ses réponses cryptiques, l'inspecteur a partagé son expérience du culte au professeur Engel l'année suivante lors du colloque d'archéologie. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais nous voici donc de retour avec Francis qui a pris connaissance de ses recherches. Voulant en savoir plus et mettre le fin mot sur la véracité de cette histoire, Francis décida de rendre visite au sculpteur Wilcox que son oncle avait accompagné. Il toqua alors à sa fenêtre et se présenta avant de demander à Wilcox pour discuter, ce qui tombait bien, car celui-ci aussi avait des questions au sujet du professeur Engel. Francis alla alors droit au but, en demandant à Wilcox s'il avait déjà connaissance des recherches de son oncle avant de fabriquer la tablette en argile. Mais Wilcox assura qu'il avait fait cette sculpture inconsciemment, car même après son amnésie, les souvenirs de ses visions restaient gravés en lui. Le sculpteur demanda alors à Francis si son oncle savait quelque chose à propos de ses visions, mais Francis répondit qu'il ne savait rien avant de partir. Sur le chemin, Francis est à présent persuadé que Wilcox disait la vérité, mais soupçonne que la mort de son oncle ne soit pas due au hasard, mais car il en savait peut-être trop. Il compte donc bien démêler cette affaire, et pour cela, il se rend auprès de l'inspecteur de police qui avait fait prisonnier les cultistes. Dans le commissariat, l'inspecteur dit à Francis qu'il ne peut rien lui révéler de cette affaire. De plus, le cultiste qu'il avait interrogé est mort depuis longtemps. Toutefois, il consent à lui montrer la statuette qu'il avait saisie, qui est pareille en tout point à celle du défunt professeur Engel. Pour en apprendre plus, Francis se rendit au musée de Patterson en New Jersey, où il compara dans la remise la matière de la statuette avec les échantillons de météorites. Il ne trouva rien de similaire, mais bientôt quelque chose d'autre allait attirer son attention. Un ancien journal rapportant ceci. Le 12 avril 1925, le cargo Vigilante découvre un yacht en détresse avec à son bord un homme mort et un survivant en possession d'une curieuse idole. Le rescapé, Gustav Johansen, était premier lieutenant sur l'Emma, une goélette d'Auckland. Selon son témoignage, après avoir été fortement ralenti et dévié par la terrible tempête du 1er mars, son bateau croisa le 22 mars l'Alerte, un yacht à vapeur et son étrange équipage qui lui somma de faire demi-tour. L'Emma refusant d'obéir à cette injonction, l'Alerte ouvrit le feu. Les marins de la goélette, pour se défendre, n'eurent d'autre choix que de tuer leurs agresseurs et leur bateau étant endommagé, de se réfugier dans le yacht. 3 hommes de l'Emma trouvèrent la mort durant l'assaut. Le lendemain, au 23 mars, l'équipage débarqua sur une petite île non répertoriée sur les cartes, où pour des raisons encore mal déterminées, 6 hommes périrent.
Après avoir repris la mer, l'Alert fut pris dans une nouvelle tempête. Le 2 avril de ce jour, et jusqu'à son sauvetage le 12, Johansen n'a conservé quasi aucun souvenir. Francis se rappela alors que le jour où le bateau a rencontré la tempête, un tremblement de terre eut lieu, et qu'après cela, plusieurs personnes faisaient les mêmes rêves. De plus, lorsque le bateau a accosté sur l'île, Wilcox fut alors atteint de démence au même moment. Francis pensa alors que la concordance était trop parfaite, mais aussi, qu'est-ce que le marin Johansen a bien pu voir sur cette île? Pour la première fois dans cette enquête, Francis a une nouvelle piste que son oncle n'avait pas rencontrée, le marin Johansen. Qu'avait-il pu bien voir sur cette île? Que sait-il du culte? Cet homme est peut-être bien la clé de voûte de ce mystère. Pour en apprendre plus, Francis se renda dans la ville portuaire de Dunedin en Nouvelle-Zélande, où le marin Johansen résiderait. Sur le quai, il vit le fameux bateau qui apparaissait dans le journal, l'Alert. En demandant à l'archéologue de la ville, celui-ci trouva l'adresse du fameux marin qui habiterait à présent à Oslo. Francis partit alors, mais l'archéologue le fixa d'un étrange regard. Une fois arrivé sur place, il toqua à la porte de Johansen, mais c'est sa femme qui ouvra. Francis demanda alors à parler au marin, mais celle-ci lui annonce qu'il n'est plus de ce monde. Toutefois, elle confia à Francis que son mari n'était plus le même en revenant de ses expéditions et qu'il passait toutes ses journées à boire. La circonstance de sa mort est due à un ballot de papier qu'il aurait reçu sur sa tête, mais quand deux marins sont venus l'aider à se relever, il était déjà mort d'une défaillance cardiaque. Francis ne pouvait donc pas ne pas penser à son oncle, qui a connu une mort similaire. Mais il n'est pas venu en vain, car Johansen avait rédigé un long manuscrit sur ce qui lui était arrivé sur le bateau, et sa femme lui donna ses écrits. Sur le retour, Francis feuilleta le carnet et vit tout de suite que son écriture trahissait une grande nervosité par Johansen. Mais le plus marquant est un dessin de Cthulhu qui était apposé. Le marin Johansen, dans son expédition, aurait croisé la route des grands anciens. Et voici son histoire. Le 1er mars 1925, l'Emma et son équipage sont pris dans une violente tempête. Grâce à l'expérience et leur endurance, ils finirent par garder le bateau intact et ainsi passer la tempête qui était le fruit de secousses sismiques. Tout à coup, un des marins signale qu'un bateau vient dans leur direction, l'Alert. Celui-ci ne leur envoyait aucun signe de détresse, mais leur envoie un signal de danger comme quoi il faut faire demi-tour. Le bateau de l'Alert est en fait rempli de cultistes armés. L'équipage de l'Emma tente alors de prendre la fuite, mais avec le peu de vent qu'il y a, ils se font vite rattraper par les cultistes qui ouvrent le feu. Par chance, il n'y a aucun blessé, mais le bateau commence à prendre l'eau. Le capitaine ordonne alors la riposte avec les fusils, mais au second coup de canon, il périt avec son second. C'est donc à Johansen à présent de prendre les directives. Il souhaite donc continuer la riposte et prendre le bateau des cultistes car le sien est en train de couler. Ceux-ci continuent de bombarder l'Emma avant de tenter un abordage qui sera repoussé par Johansen et ses hommes. Une fois tous les cultistes morts, Johansen prend alors le contrôle de l'Alert en voyant pour une dernière fois l'Emma couler. La bataille fut rude pour l'équipage de l'Emma qui perdit son capitaine et son second ainsi que leur bateau. Ils se retrouvaient à présent dans un navire avec peu de carburant et pas de provisions. Leur cauchemar ne faisait que commencer. À bord du navire, l'équipage est en pleine incompréhension quant à l'objectif de cette attaque. Toutefois, au sein du bateau, ils trouvèrent un hôtel dédié à Cthulhu, quand tout à coup, à l'avant-poste, un des hommes trouva une île. Pourtant, Johansen le sait aussi bien que les autres pour avoir navigué de nombreuses fois ici. Il est censé y avoir aucune terre à proximité. Et cette mystérieuse île était ornée de constructions gigantesques. Et c'est de cela que les cultistes voulaient détourner les matelots de l'Emma. Sur leur traversée pour accoster sur l'île, l'équipage remarqua d'étranges gravures sur les monolithes, ainsi que des sculptures représentant la créature sur l'autel du bateau. Il est maintenant clair que cette étrange île ne vient pas de leur monde, mais est bel et bien une merveille antique. En accostant, les marins se rendirent compte que dans ce lieu tout semble déformé, même la lumière, et une odeur nauséabonde y règne. L'équipage part donc explorer les constructions qui semblent toutes déformées, et les perspectives du lieu donnent l'impression de traverser un labyrinthe cauchemardesque.
mais le manque de vivres les fait poursuivre leurs recherches. Ils tombèrent alors face à une porte gigantesque. Celle-ci possédait le même motif de pieuvre que sur les sculptures, et semble elle aussi totalement distordue. En touchant les gravures, les battants de la porte se mirent à bouger et tombèrent dans une obscurité insondable. Un des matelots, Hawkins, croit entendre quelque chose venant du fond. Il tente alors de se rapprocher de l'obscurité avec sa lampe. Quand soudain approche du bord, il sombre dans la folie et tombe dans le gouffre avalé par les ténèbres. Johansen tente alors d'appeler Hawkins, mais un tentacule jaillit avec le corps d'Hawkins complètement déformé. Plusieurs marins se font alors transpercer par cette étrange chose, et une créature colossale apparaît, qui n'est nulle autre que Cthulhu. La panique et la folie commencent à s'entremêler au fil des marins qui se retrouvent liquéfiés par le miasme de la créature. Face à ce titan cauchemardesque, Johansen et le reste de son équipage n'ont d'autre choix que de fuir vers leur bateau. Mais faut-il encore qu'ils se souviennent dans quelle direction ils se trouvent, dans ce dédale distordu. Un des matelots, Guerrera, fuya du mauvais côté et fut englouti par la roche, mais Johansen et ses hommes n'ont pas le temps de réfléchir. Le monstre est à leur trousse. En luttant contre la démence, un autre marin, Parker, fut englouti par les lieux. Johansen et le dernier marin, Bryden, pensent être dans un cauchemar quand soudain, ils voient leur bateau. Ils foncent alors en sa direction pendant que l'île s'effondre sous les pas de Cthulhu. Une fois à l'intérieur de l'alerte, ils mettent le moteur à plein régime et commencent à quitter l'île. Mais il est trop tard, ils sont bientôt à la portée du monstre. Soudain, le titan s'arrête au bord de l'île et commence à soulever l'océan. À ce moment, Johansen se rendit compte qu'ils avaient réveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû l'être. L'énorme vague provoquée par le monstre projeta le bateau contre les vagues et le titan était à nouveau proche d'eux. Face à cette situation totalement irréelle, Bryden commença à céder à la folie et demanda à Johansen d'implorer le pardon de cette divinité. Le bateau bientôt rattrapé par Cthulhu, Johansen dans un dernier élan de désespoir renversa la barre du navire et fonça tout droit dans le monstre. Ils virent alors les ténèbres abyssales avant que la créature ne disparaisse. Mais, en regardant au ciel, celle-ci était en train de se reformer. Il semblerait alors que nos marins n'aient aucun moyen de lui échapper. Le manuscrit de Johansen se termine ici. Le marin aurait donc visité l'antique cité d'Orlier et vu Cthulhu. Même s'il en est sorti vivant, son compagnon de bord, Bryden, lui a basculé dans la démence. L'alerte aurait été secourue 10 jours plus tard, mais une chose est sûre. Johansen n'en sortit pas indemne. Il perdit dans ce voyage, en plus de ses compagnons, une partie de son âme. De retour sur Francis, celui-ci connaît maintenant la vérité et prend conscience que l'homme n'est rien et que c'est à ces divinités venues du ciel que la terre appartient. Il n'y aura pas un soir sans cérémonie pour ce dieu très ancien qui transmet ses volontés par les rêves, en attendant l'alignement des astres pour qu'il reprenne sa domination sur la terre. Francis comprenant tout, à présent, il pensa alors « Je n'ai sans doute plus longtemps à vivre. Je connaîtrai bientôt le même sort que mon oncle et que le pauvre Johansen. J'ai eu un épouvantable aperçu des horreurs que renferme notre univers. J'en sais désormais trop. Je n'aurais probablement jamais dû rédiger ce compte-rendu, mais il le fallait pour espérer conserver ma raison. Je prie pour que mes exécuteurs testamentaires veillent à ce que ce document ne tombe jamais sous d'autres yeux.